Lorsque Madeleine m'a appelé il y a déjà 1 an pour me dire, bon, j'aimerais que vous présentiez votre projet que vous faites au Saguenay-Lac-Saint-Jean sur la Grande Marche des Taconsites. J'ai été surpris. Première des choses qu'on m'appelle, parce qu'on est en ruralité aussi, hein, et la ruralité n'a pas une grande voix, malheureusement, par rapport aux grands centres comme Montréal. On n'a pas les médias pour transporter nos projets, mais Internet a fait l'affaire. Elle a cherché art et communauté et elle est tombée sur nous. Interaction qui? Justin Meltel, Alain Laroche. Et puis après, elle me dit, ben c'est à Saint-Camille. Oh, Saint-Camille, c'est en ruralité aussi. Hein. Les médias, donc j'ai fait des recherches sur Internet. Et c'est une terre fertile. J'ai dit, oh, on n'est pas en zone inconnue. Ils travaillent en communauté depuis passablement d'années. C'est des gens dynamiques. Il va falloir présenter le projet correctement. Donc, on avait 1 an pour se préparer. C'est ce qu'on a fait. D'où on vient? Parce que je pense que c'est impossible de comprendre le projet de la Grande Marche des Taconsites si on ne comprend pas comment des artistes, un peintre et un sculpteur, qui sortent de l'École des Beaux-Arts dans début des années 70, et qui entreprennent une carrière traditionnelle de peintre et de sculpteur au Lac-Saint-Jean, fait pour travailler à un certain moment donné en art social. C'est quoi l'art social? On va le définir tantôt. Mais chose certaine, il y a eu une conjoncture très importante, à savoir que nous sommes 2 enseignants. Nous avons enseigné pendant 35 ans dans un collège. Nous étions ensemble dans le même bureau, donc on a été capable de travailler, de jaser, de partager des rêves. Ça a été c'est fondamental dans notre démarche. Il faut comprendre aussi qu'un peintre, un sculpteur qui travaille en Alma, on doit avoir le meilleur talent possible. Il y a un manque au niveau de l'infrastructure du réseau, les galeries d'art, les musées, les médias qu'on parlait tantôt, pour faire une carrière pour en vivre. Et ça, on s'est aperçu de ça rapidement. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut continuer à faire une démarche d'artiste traditionnel, faire une carrière dans un système de l'art où on fait des produits, on les met en vente, tout ça. Et on s'est rapidement aperçu qu'il fallait revoir complètement ce système-là. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on est capable de travailler chez nous, avec les moyens du bord, et de contribuer aussi à notre communauté et en même temps satisfaire nos ambitions artistiques? Puis là, il faut vraiment se remettre en question. En 1980, Jocelyn a abandonné sa pratique de sculpteur. La même chose pour moi, une pratique de peintre, pour devenir des artistes à part entière dans la communauté. Et là, on se dit, comment un artiste peut s'investir dans la communauté pleinement? Bien, il faut travailler avec les outils qui sont dans le quotidien des gens. Donc, il faut être capable d'écouter les gens. Donc, en même temps, il faut aussi quitter les galeries d'art traditionnelles, le réseau traditionnel, les musées, et puis s'investir comme citoyen artiste. Et ça, c'était inconnu pour nous, là. Il n'y avait pas encore de tradition dans ce sens-là. Donc, les premiers projets, c'est Jocelyn qui l'a réalisé, le premier projet qui s'appelle Intervention 58. Comment c'est arrivé? Ça s'est passé à Alma. Un projet de sculpture écologique. On a un problème à Alma, qui est un problème écologique. On a une belle rivière qui passe en plein milieu de la ville, mais elle est complètement polluée par l'industrie forestière et par même la municipalité qui fait ses rejets directement dans la rivière. Puis on a une belle fontaine lumineuse qu'on a mis là en 1967, lors du centenaire de la ville. Fontaine lumineuse qui ne fonctionne plus parce qu'il y a trop de pollution. Et puis donc, ça fait 3-4 ans qu'elle est inerte.
Jocelyn pense à un projet, dit tiens, on va la transformer en monument à l'écologie. Il faut penser qu'en 1980, les écologistes, là, il n'y avait pas de date, là, ça n'existait pas. Hein, on était dans les premiers balbutiements de défense. Alors, donc, Jocelyn présente le projet au conseil municipal qui voit là une opportunité politique de sauver la face. Parce que ça avait coûté comme 225 000 $, ce truc-là, en plein milieu de la rivière. Jocelyn avait un projet comme de 15 000 $. Voilà l'artiste sauveur. Et donc, un projet qui... Là, ça va bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec la sculpture? Jocelyn, il dit, on va mettre 2 fosses sceptiques dessus. Là, le maire dit pas tout à fait d'accord. Je ne voyais pas ça comme ça. Mais, il dit, tu vas voir, on va faire un rituel qui va durer 58 heures, puis la communauté va contribuer à planter des arbres, entre autres. On va aussi nettoyer la petite décharge, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, la rivière, en passant. C'est la petite décharge. Et puis, on va sensibiliser les gens à l'écologie. Ah, ben, en tout cas, pour 15 000 $, ça va faire pour un certain temps. Mais Jocelyn avait eu la bonne idée de faire signer le conseil municipal. Il faut que les fosses sceptiques-là restent 5 ans au moins. Tu vas voir, pas de problème. Et là, c'est pendant 58 heures, la communauté, c'est là que ça a été extrêmement révélateur. Il y a eu la Société horticole qui a planté 58 arbres au fur et à mesure du rituel de Jocelyn, parce que Jocelyn a passé 58 heures au centre de la rivière, sur la fontaine, à la transformer. Et après ça, il y a eu un hélicoptère qui est venu transporter nos 2 fosses sceptiques. Très spectaculaire. Évidemment, les gens d'affaires, ils voyaient la fontaine lumineuse transformée, ils n'ont pas trouvé ça nécessairement très beau. Alors donc, ils ont dit, Monsieur le maire, est-ce que ça va disparaître, les fosses sceptiques? Bien, on a signé 5 ans. Donc, à partir de ce moment-là, les citoyens l'avaient dans la face, le problème. Et l'industrie forestière a modifié sa façon de faire. Donc, les rejets ne se faisaient plus dans la petite décharge. Et la municipalité, c'est en 87, ils ont même gardé 2 ans supplémentaires les fosses sceptiques parce qu'ils ont entendu que les rejets de la municipalité soient corrects. Donc, ils ont eu des subventions, ils ont corrigé les égouts. Et puis, à partir de ce moment-là, M. le maire a levé la main dit maintenant, la petite décharge, elle est polluée. Nous pouvons enlever les 2 fosses sceptiques. Alors ça s'appelle de l'art social. Voyez-vous? Donc, à partir de 1980, donc à partir de l'initiative de Jocelyn, on a fait une série d'événements comme ça dans notre municipalité, qui étaient souvent en rapport avec une sensibilisation écologique. Et on a cheminé comme ça tout le long, avec des instruments comme le photocopieur. On ne travaillait pas avec ni les matériaux traditionnels de l'art. On travaillait avec des matériaux qu'on trouvait sur le terrain. C'était souvent des rencontres avec les gens, et tout s'élaborait tranquillement dans un processus de travail, de création. C'est maintenant pour arriver à notre projet de la Grande Marche. Donc, vous voyez d'où on vient, comment on a dû travailler notre façon de faire avec la communauté. Donc, se dépouiller de notre savoir savant en termes de peintre et de sculpteur. Mais en même temps, il fallait développer des stratégies créatives, de sorte que la population embarque là-dedans. Puis là, quand on parle de la population, on parle des groupes communautaires, on parle des élus, on parle de tout le monde. Là. Et tout le monde ne se prétend pas artiste, on est tous des créatifs. Dans le cas de la Grande Marche des Tacons-ci, premièrement, un tacon. Il m'a posé la question à peu près comme 10 fois là, depuis hier. Un tacon, c'est le petit de la Wananiche. Une Wananiche, Jocelyn va faire circuler un tacon de pierre. Une Wananiche, premièrement, c'est un poisson, c'est un saumon d'eau douce qui habite le lac Saint-Jean. C'est un poisson, dans le fond, c'est un saumon qui n'a pas pu, lors de la glaciation, sortir, et puis il a été emprisonné au lac.
et c'est conditionné. Et il vit comme un saumon, c'est-à-dire qu'il rentre dans les rivières pour se reproduire, revient au lac comme le saumon. Et il y a 5, donc il y a l'œuf, il y a le vin, le tacon, le saumono et la Wananiche, donc dans son cycle de vie. Et le tacon, c'est celui qu'on ensemence, donc c'est la partie, si on veut, là, au moment où il est viable, c'est le jeune qui a un avenir. Et c'est pour ça qu'on appelle nos activités tacon-site, ou tacon commémoratif, ou tacon forum, ou tacon caillou. Parce que dans le fond, le grand projet qu'on mène depuis déjà 20 ans, il s'appelle Événement Wananiche. Tantôt, M. Michel nous disait que l'activité est terminée. Non, c'est un mouvement qui est toujours en progression. Il va au-delà de nous. Donc, lorsqu'on l'a initié en 1988, c'est sur une commande du milieu. La Wananiche est devenue en 1988, lors du 150e anniversaire, le symbole animalier de notre région. Il faut dire que le groupe qui a travaillé là-dessus, entre 84 et 88, a travaillé fort, puis il y a eu même un décret gouvernemental du Québec faisant en sorte que ce symbole-là nous appartient, avant même l'oiseau, notre... comment il s'appelle? Arfan des neiges. Même on a eu un problème parce que le Québec s'est dit, bien écoutez, on n'a même pas, nous, d'emblème animalier, il faudrait bien qu'on en ait un. Mais ils l'ont eu en 91. Donc, on a été la première région à se doter d'un symbole.